Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre confiance et fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Tout de suite, les grands titres. Après 2 passages à Luanda, le président Félix Tshisekedi est ce lundi à Lomé à l'invitation de son homologue togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans la crise à l'est de la RDC, une rencontre de travail axée sur les efforts de paix et de stabilisation à l'approche de la réunion du 17 janvier. Et à Kinshasa, des Quinois saluent le ton ferme du président de la République Félix Tshisekedi face aux perturbations récurrentes des réseaux et services de télécommunication, de l'Internet et des systèmes numériques et appellent à garantir un accès effectif et fiable aux télécommunications. Enfin, à l'international, après une baisse observée en 2023 et 2024, les prix des principales denrées alimentaires de base repartent à la hausse sur des marchés mondiaux, une tendance portée notamment par les produits laitiers et les huiles végétales. Commençons avec cette information brève. Après 2 visites consécutives à Luanda, le président Félix Tshisekedi est à Lomé ce lundi sur invitation de son homologue togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la RDC. Cette rencontre de travail axée sur les efforts de paix et de stabilisation s'inscrit dans la perspective de la réunion du 17 janvier sur la crise congolaise, tandis que le chef de l'État congolais poursuit parallèlement sa quête des nouvelles alliances diplomatiques. Et pour en parler ce soir, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de José Junior Owawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision et bienvenue. Alors, le président Félix Tshisekedi a fait le déplacement au Togo, à Lomé précisément, après une série de visites à Luanda, en Angola. Qu'est-ce qui justifie justement cette forte activité diplomatique ? Effectivement, vous l'avez dit que Faure Gnassingbé, madame, n'est pas seulement le président du Conseil des ministres du Togo. Vous savez qu'il est à la tête de ce pays depuis 2005. Ça fait 20 ans qu'il est président de ce pays. Il a une forte expérience politique et par le fait qu'il est aussi le fils du président, feu président Gnassingbé Eyadema, qui a été là aussi président pendant une quarantaine d'années. Il a eu des fortes relations avec le maréchal Mobutu, l'ancien président du Zaïre. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec la casquette qu'il a aujourd'hui de médiateur désigné de l'Union africaine, le président Tshisekedi qui s'est engagé sur les 3 fronts, 4 ou 5 fronts pour mettre fin à l'insécurité dans la partie nord-orientale de la RDC, notamment l'aspect militaire qui est toujours en activité, l'aspect diplomatique dans les différents accords politiques et diplomatiques qui sont conclus notamment à Doha et à Washington. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi qui a aussi activé un autre volet sur le plan économique. Vous avez beaucoup d'accords économiques qui ont été conclus, notamment avec le Rwanda et les Américains. Vous avez un autre front qu'on appelle le front communicationnel aujourd'hui, avec toute l'offensive communicationnelle qui est mise en place. Aujourd'hui, maintenant, les leviers diplomatiques, ils continuent à faire son travail parce qu'il y a quelques temps, le président, vous l'avez dit à l'introduction de votre journal, que le président est allé à 2 reprises depuis le début de l'année 2026 et pour rencontrer le président en exercice de l'Union africaine, effectivement pour tenter de relancer un processus qui, semble-t-il, serait à l'arrêt aujourd'hui parce qu'on a signé un accord de paix avec le Rwanda et à Washington, on a signé un accord cadre entre la RDC et la rébellion du M23, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, les hostilités ne se sont pas toujours cessées, en tout cas ne sont pas toujours arrivées à leur terme à l'est du pays où il y a toujours l'insécurité avec un lot et lourd tribut sur
sur le plan humain, souvenez-vous, rien que pour la prise de la ville d'Uvira, le gouvernement parle d'au moins 1500 personnes tuées et des milliers de personnes aujourd'hui qui sont déplacées. Donc pour le président, il a été question, justement après avoir consulté le président Lourenço, d'aller voir l'autre médiateur de l'Union africaine pour tenter, comme il a dit déjà au sorti de son audience avec son homologue angolais, qu'il ne s'agit pas de nouveau processus de paix qui est relancé, c'est plutôt la consolidation de tous les efforts en cours. Et aujourd'hui, le Togo, qui est mieux placé aujourd'hui comme médiateur de l'Union africaine, je crois que c'est de bonne foi que le président doit être là pour tenter de comprendre et échanger, verser les différentes consultations menées jusque-là pour tenter de trouver la solution à la crise. Oui, José Junior Roa, mais au regard de ces différents déplacements du président de la République, peut-on parler d'un pas de géant vers la cessation des hostilités à l'est de la RDC? On va répondre à cette question un peu par la bivalence. Donc, on va dire tout simplement que oui ou non, et non au même moment. Pourquoi oui? Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler d'un certain dénouement de la situation. En tout cas, jusqu'au mois de février 2025, du 18 mars 2025, où il avait été dit que le M23, le Rwanda et la RDC faisaient les déplacements de Luanda pour tenter de négocier une paix durable et signer un accord de paix. Et finalement, cette rencontre avait été avortée parce que le Rwanda et la rébellion ont pu ajouter des éléments complémentaires selon le gouvernement qui n'ont pas été négociés. Et finalement, ça fait capoter la rencontre. Et finalement, on a pu voir le début pour parler de Doha. Et aujourd'hui, que le président Tshisekedi et les médias, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de source officielle qui confirme ce que les sources médiatiques et sécuritaires citées par les médias également sur un possible processus, la mise en place d'un possible processus qui va aboutir à un dialogue national. Et si tant est qu'effectivement c'est ces processus-là dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui, que la RDC, les différents partis politiques, les différents acteurs politiques, les différentes parties, les différents protagonistes vont devoir se parler autour d'une table, peut-être sous la médiation angolaise et patronnée par l'Union africaine et les États-Unis ainsi que les Qataris, on peut affirmer que nous sommes dans la bonne direction. Et non, pourquoi? Parce que ce n'est pas une première. Parce qu'avant la signature, avant ces nouveaux développements de la situation, on a assisté à beaucoup d'initiatives comme celle-là malheureusement et qui n'ont pas fait taire les armes sur le terrain. Donc il faut être prudent jusqu'aujourd'hui. Laissons les temps, nous scriptons chaque minute qui passe souvent cette situation et on est disposé pour pouvoir revenir pour donner à nos téléspectateurs de nouveaux éléments d'appréciation pour voir effectivement en quoi est-ce que ça va aboutir tous ces déplacements du président. Voilà, merci à vous José Junior Roa pour ces éclaircissements. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour ajouter un plus à ce sujet. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. Malgré les processus de Doha et de Washington, la crise congolaise reste au point mort. Alors, quel profil de médiateur pourrait réellement faire bouger les lignes en tenant compte à la fois de la crise interne de la RDC et des intérêts de ses voisins? Décryptage. La crise à l'est de la République démocratique du Congo continue de résister aux initiatives diplomatiques internationales. Doha, Washington, le cadre se multiplie, mais sur le terrain, les lignes bougent peu. Une réalité qui relance une question centrale. La RDC a-t-elle besoin d'un médiateur au profil différent, plus en phase avec les réalités africaines du pouvoir? Dans ces débats, Faure Gnassingbé apparaît comme une option sérieusement évoquée. Président du Togo depuis 2005, il est aussi le fils de l'ancien chef de l'État, Gnassingbé Yadema. Une trajectoire singulière qui lui confère une compréhension fine des mécanismes de conservation du pouvoir, des transitions délicates et des compromis nécessaires pour éviter l'instabilité. Cette lecture croisée lui permet de saisir à la fois les enjeux internes congolais et les contraintes politiques d'un État sous pression sécuritaire. Mais aucun médiateur ne peut ignorer le rôle des voisins de la RDC. À commencer par Yoweri Museveni. Officiellement partenaire de Kinshasa, le président ougandais reste un acteur ambigu. Au pouvoir depuis près de 40 ans, il maîtrise l'art du double discours. L'Ouganda tire d'importants bénéfices sécuritaires et économiques de la situation à l'est du Congo. Museveni entend donc rester au cœur du jeu sans jamais perdre de vue des enjeux dont son pays profite largement. Autre acteur clé, Joao Lourenço. Pour l'Angola, la stabilité congolaise est une priorité stratégique. Joao Lourenço privilégie ainsi une approche régionale et institutionnelle misant sur les mécanismes africains pour contenir la crise et éviter un embrasement régional. Une posture de stabilisateur plus que d'influence directe. Au final,
L'essoufflement des processus de Doha et de Washington met en lumière une limite majeure, l'absence des médiateurs capables de parler les langages des dirigeants africains tout en comprenant les fragilités internes de la RDC. Plus qu'un format diplomatique, c'est le profil du médiateur qui pourrait faire la différence. Dans un jeu régional dominé par les intérêts et les rapports de force, la question reste ouverte. Des bons médiateurs peut-il enfin faire bouger les lignes de la crise congolaise? Dans un autre chapitre, le ministère de l'économie nationale a publié un communiqué officiel sur le règlement des pertes et manques à gagner liés aux produits pétroliers. Cette démarche permet de renforcer la transparence, rassurer les opérateurs du secteur pétrolier, préserver la stabilité des prix à la pompe et garantir la continuité de l'approvisionnement en carburant sur l'ensemble du territoire national. Daniela Kalala pour le commentaire. Dans son communiqué de presse de ce lundi 12 janvier 2026, le ministère de l'économie nationale tient à rassurer l'opinion publique sur la gestion rigoureuse de PMAG. Il rappelle que seules les informations publiées via son site officiel et ses documents en tête font foi, rejetant ainsi toute communication anonyme ou non autorisée. Le ministère souligne que, dans le cadre de l'exercice 2025, les décisions relatives au PMAG ont été prises après des constats réels et vérifiables, notamment le baisse observée à la pompe. Ces décisions ont été dûment consignées dans des procès-verbaux signés par l'ensemble des parties prenantes au sein du comité de suivi de prix de produits pétroliers. Concernant les paiements, le perte et manque à gagner de premier et deuxième trimestre 2025 ont été entièrement apurés grâce aux ressources mobilisées par le Banque commercial sur instruction du ministère. Par ailleurs, les arriérés des exercices 2020 et 2021 pour les sociétés pétrolières de la zone sud, ainsi que certaines dettes envers des entreprises publiques ont également été réglés. Enfin, le ministère précise que le paiement de PMAG de 3e et 4e trimestre 2025 interviendra après la certification du 4e trimestre, attendu pour fin janvier 2026, confirmant ainsi sa volonté de transparence et de respect du calendrier établi. Et lors de la 74e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le ministre des Mines, Louis Watoum, a présenté le projet MIFOR, entendons par là à mine de fer de la Grande Orientale, jusqu'à 20 milliards de tonnes de minerai de fer, des unités de transformation industrielle et un corridor logistique multimodal. La RDC entre dans une nouvelle ère d'industrialisation et de souveraineté économique. Confirmation avec le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Note d'information relevant du secteur de mines. Le ministre des Mines a présenté au Conseil le projet mine de fer de la Grande Orientale, MIFOR, ainsi que les orientations de gouvernance qu'appelle sa mise en œuvre. Ces projets visent à structurer, pour la première fois à l'échelle industrielle, la mise en valeur du potentiel de minerai de fer, dont les ressources cumulées sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes avec une teneur moyenne supérieure à 60%, positionnant notre pays parmi les principaux détenteurs mondiaux des ressources ferrifères encore inexploitées à grande échelle. Au-delà de l'exposition minière, MIFOR est conçu comme un projet d'architecture économique nationale, reposant sur la transformation progressive d'une ressource minérale stratégique en infrastructure souveraine, puis en recettes durables, et enfin en stabilité macroéconomique et développement territorial équilibré. La mine y joue le rôle d'instrument financier permettant à l'État de créer des actifs structurants des long termes. La phase initiale du projet est dimensionnée sur une capacité de production de l'ordre de 50 millions de tonnes par an, extensible jusqu'à 300 millions de tonnes, à deux niveaux comparables aux grands bassins ferrifères internationaux. Cette phase intègre non seulement l'extraction du minerai, mais également des unités de transformation industrielle, ainsi que la mise en place d'un corridor logistique multimodal structurant, combinant rail, lourd, transport fluvial sur les fleuves Congo et accès aux ports et en eau profonde de Banana. Le ministre de Mines a aussi présenté les bénéfices chiffrés de ce projet. Les études consolidées font apparaître, pour un investissement initial estimé
à 28,9 milliards de dollars pour la première étape, le modèle économique projeté sur 25 ans fait ressortir un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 679 milliards de dollars, un cash flow net excédent de près de 308 milliards de dollars, une valeur actuelle nette négative et un taux de rentabilité interne élevé, traduisant la robustesse du projet dans des hypothèses prudentes du marché. Pour l'État, les retombées attendues sont substantielles et diversifiées. Après plus de 100 ans d'exploitation essentiellement concentrée sur le cuivre et le cobalt, le projet MIFOR marque une inflexion stratégique majeure dans les modèles extractifs de la RDC. Le projet a par ailleurs suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels internationaux disposant des capacités reconnues de structuration et de financement de projets macroéconomiques, constituant un signal favorable de bancabilité et de crédibilité internationale sans préjuger des décisions souveraines de l'État ni de créer d'engagement juridique à ce stade. Le ministre de Mines a sollicité et obtenu du Conseil la mise en place d'une commission interministérielle élargie dédiée à ce projet, appelée à en assurer le pilotage stratégique, la coordination institutionnelle et la structuration progressive dans le respect des orientations souveraines du gouvernement. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, suspend la perception illégale de 10 $ américains par tonne par l'Office congolais des contrôles, OCC en sigle, sur les produits agricoles d'exportation. Cette décision, qui est conforme à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges gouvernementaux, est très saluée par la Fédération des entreprises du Congo, l'Association des exportateurs de cacao, café et autres produits agricoles et les producteurs locaux du cacao-café du Nord Kivu et de l'Ituri qui parlent d'un ouf de soulagement. Après le meurtre tragique du professeur Mathieu Abada à Kinshasa, le vice-ministre de l'Intérieur a reçu ce dimanche 11 janvier une délégation de l'Apoukine pour rassurer la communauté universitaire. Le ministre a promis de renforcer la sécurité sur le site de l'Unikin, enquête en cours et actions préventives annoncées. Le président de l'Apoukine a salué l'écoute attentive et les assurances données par le ministre des Affaires intérieures. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a reçu ce dimanche 11 janvier 2026 dans son cabinet de travail la délégation de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine, conduite par son président, le professeur David Loubo. Au cœur des échanges, l'assassinat du professeur Mathieu Abada Diaba, survenu à son domicile dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 janvier, un drame qui a profondément touché la communauté universitaire. Au sortir de l'audience, le professeur David Loubo a salué l'écoute attentive et les assurances données par le ministre des Affaires intérieures. C'est vrai, nous avons un cas malheureux d'assassinat, la mort par assassinat d'un professeur, le professeur Abada Diabarsona Mathieu. Et nous avons voulu voir celui qui a la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et nous avons parlé, il nous a rassurés, il nous a donné des réponses à toutes nos préoccupations concernant la sécurité sur les sites universitaires et les quartiers environnants. Ce qu'il faut annoncer ici, c'est aussi le fait qu'il a tenu à se complaire de la manière la plus chrétienne et aussi académique les collègues disparus. Voilà pourquoi nous annonçons, au lieu du sit-in qui était prévu demain, l'autorité nous a fait la faveur de monter, et alors monter en personne pour qu'on célèbre un culte en mémoire de celui qui nous a quittés dans les conditions tragiques. Pour rappel, dans le cadre de l'enquête ouverte après l'assassinat du professeur Mathieu Abada, un suspect a déjà été interpellé par la police. Le service de sécurité poursuit les investigations afin d'appréhender tous les auteurs de ces crimes odieux.
Et quelques Quinois ont salué le temps aussi du président de la République Félix Tshisekedi sur les perturbations récurrentes des réseaux et systèmes de télécommunication, l'Internet, la transmission des données, les services numériques, l'interconnexion des réseaux, ainsi que les réseaux de radiodiffusion et de télévision numérique. Ils sont revenus sur la nécessité de garantir l'accès effectif et fiable aux services de télécommunication numérique. Au micro de Didier Ilunga et Giscard Tamba. Une situation déplorable qui touche l'ensemble du pays, y compris les plus hautes sphères de l'État. Informé de la situation, le chef de l'État a demandé qu'une solution soit vite trouvée. Cet expert en économie a déploré le fait que ces perturbations affectent l'économie nationale, notamment les transactions bancaires. Perturbation, si les chefs de l'État en a parlé, c'est parce que la population est déjà le premier à être victime de cette réalité. Les problèmes, ce n'est pas seulement la perturbation, mais les problèmes, c'est que cette perturbation affecte même la vie courante de la population. Lorsque nous parlons de l'économie, aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans des banques faire des transactions, on va vous dire la connexion n'est pas bonne, vous devez payer un bien ou un service, on vous dit la connexion n'est pas stable et cela ralentit l'économie. Un autre habitant de Kinshasa a interpellé les autorités, estimant qu'elles doivent laisser la population utiliser pleinement la connexion pour laquelle elle paie. En réalité, la population achète la connexion. Nous achetons la connexion, peu importe sur le téléphone ou encore sur des box. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à mieux utiliser la connexion parce qu'à chaque moment, il y a perturbation. Un peu plus loin, un autre Quinois a déclaré que l'Internet est aujourd'hui devenu un outil indispensable à la communication. La communication est comme un moyen le plus rapide dans le monde. Presque tout est commis dans le numérique. Donc, peut-être moins à régie des eaux, à courant, mais communication. Ce qui est raison, c'est comme problématique. Signalons que c'est le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui annonce que le gouvernement allait prendre les mesures idoines pour remédier à ces problèmes chroniques qui nuisent gravement à la connectivité numérique en RDC. En sport, le championnat national de football de la République démocratique du Congo a repris avec la phase retour. Cependant, les rencontres ne sont toujours pas diffusées, une situation qui demeure floue. Blaise Kouzola. Le championnat national illico cash Ligue 1 a repris depuis le 10 janvier avec le lancement de la manche retour, une phase capitale de la saison qui s'annonce très décisive pour le club engagé au regard du classement actuel et de l'enjeu majeur qui est la relégation officielle cette année. Dans ces contextes, chaque match aura des allures de finale. Alors que les états-majors de différentes équipes peaufinent leur préparation pour cette reprise des hostilités, une question essentielle demeure sans réponse, la retransmission télévisée de matchs. Une problématique qui préoccupe particulièrement les supporters des provinces désireux de suivre l'évolution de leurs clubs respectifs tout au long de cette manche retour déterminante. La diffusion des rencontres apparaît comme un élément clé pour garantir la transparence de la compétition. Elle permettrait non seulement de limiter les contestations liées à l'arbitrage ou aux décisions techniques, mais aussi d'offrir à l'opinion sportive nationale la possibilité de porter un jugement objectif sur le déroulement du championnat. Selon les informations recueillies, le dossier relatif à la retransmission de matchs serait actuellement bloqué au niveau de la FECOFA. Pourtant, la Linafoot aurait déjà achevé le toilettage du dossier avant de le transmettre à sa tutelle pour validation. Du côté de la chaîne B1, la volonté ne ferait aucun doute. La télévision s'est dit financièrement prête à assurer la diffusion de rencontres et attendrait uniquement le feu vert de la FECOFA pour procéder à la finalisation et à la signature du contrat. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations au sein de l'opinion sportive, d'autant plus qu'aucune communication officielle n'a encore été faite pour expliquer les raisons réelles de ces blocages. À l'aube d'une manche retour cruciale pour l'avenir de plusieurs clubs, joueurs, dirigeants et supporters espèrent une issue rapide à ces dossiers. Une retransmission effective de matchs contribuerait à rehausser l'image du championnat national et à rapprocher davantage le public congolais du centre football.
Toujours dans le même chapitre, la CAF retire l'homologation du Stade des Martyrs de Kinshasa. Le rapport technique pointe des insuffisances majeures, sanitaires défectueux, manque d'équipements médicaux et sécurité non conforme. Blaise Kouzola encore une fois. La Confédération africaine de football a une nouvelle fois frappé fort en retirant l'homologation du Stade de Martyrs de Kinshasa pour l'accueil de matchs internationaux à compter de janvier 2026. Cette suspension s'inscrit dans une réalité bien connue du football congolais. À presque chaque changement à la tête du ministère des Sports, le Stade de Martyrs replonge dans l'irrégularité. Les travaux engagés sont souvent ponctuels, parfois cosmétiques et rarement inscrits dans une vision à long terme. Résultat, le stade est réhabilité dans l'urgence pour une compétition, puis retombe progressivement dans la non-conformité. Symbole du sport congolais et principale enceinte du pays, le Stade de Martyrs ne peut plus continuer à subir des suspensions à répétition. Cette nouvelle sanction de la CAF doit servir d'électrochoc. Sans une réforme profonde de sa gestion et de son entretien, la RDC restera contrainte de délocaliser ses matchs internationaux au détriment de son image, de ses finances et de ses supporters. Les défis n'est donc pas seulement de rénover, mais plutôt de pérenniser. Place à présent à la page internationale. Je l'ai dit en titre, après un recul amorcé en 2023 et prolongé en 2024, les prix des principales denrées alimentaires de base échangées sur les marchés mondiaux ont de nouveau évolué à la hausse, une situation portée par les produits laitiers et les huiles végétales. Daniela Kalala. En 2025, les prix des principaux produits alimentaires échangés sur les marchés internationaux, céréales, huiles végétales, viande, sucre et produits laitiers ont progressé, mettant fin à 2 années consécutives de prix. Selon un communiqué publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le 9 janvier dernier, l'indice global qui suit l'évolution de cours internationaux de ces denrées s'est établi à 127,2 points contre 122 points un an plus tôt. Si les indices du sucre et du céréal ont chuté en 2025 à leur plus bas depuis 2020, grâce à une abondance de l'offre mondiale, cela n'a pas réussi à compenser les fortes appréciations des autres produits de base. D'après l'agence basée à Rome, l'indice des huiles végétales a grimpé à 161,6 points, soit 17,1% de plus qu'en 2024, porté notamment par les incertitudes sur l'offre mondiale d'huile de palme en Asie du Sud-Est. Du côté des produits laitiers et de la viande, les prix ont atteint de nouveaux sommets, s'établissant respectivement à 146,9 points, deuxième plus important indice depuis 2008, et 123,2 points, niveau record. Cette évolution s'explique pour les produits laitiers par une forte demande à l'importation combinée à des disponibilités exportables limitées en début d'année, et pour la viande par une demande mondiale soutenue, renforcée par les incertitudes liées aux maladies et aux tensions géopolitiques. Pour les pays importateurs nets des denrées alimentaires, cette dynamique renforce les pressions sur les balances commerciales. En Afrique subsaharienne notamment, les huiles végétales sont la seconde catégorie de produits achetés sur le marché international après les céréales. Pour cette année, les observateurs estiment que les tensions pourraient encore se poursuivre sur les prix avec une pression toujours attendue pour les huiles végétales. Les marchés devront surveiller de près l'évolution de politiques publiques, notamment le soutien aux biocarburants en Asie, qui pourrait continuer à peser sur la disponibilité des oléagineuses. Dans les filières céréales, l'abondance de stocks mondiaux devrait contribuer à maintenir les prix à des niveaux relativement bas. En juillet dernier, la FAO a indiqué une prévision de production de 2,925 milliards de tonnes de graminées en 2025-2026, un niveau record. Et le régime nigérian met en place fait du GPL un combustible stratégique de sa politique sociale. Il souhaite notamment sécuriser l'approvisionnement des ménages et contenir l'envolée des prix. Daniela Kalala.
Au Niger, les autorités ont intensifié la régulation du marché du gaz et des pétroles liquéfiés, GPL, en réponse à des dysfonctionnements persistants observés dans la distribution du gaz domestique, notamment à Niamey, la capitale du pays. Selon des informations rapportées par la presse locale samedi 3 janvier 2026, cela intervient alors que les services de contrôle ont constaté ces derniers mois de pratiques non conformes à la réglementation, telles que la spéculation sur le prix, des ruptures artificielles de stock et des détournements de bouteilles destinées à la distribution réglementée. Avant l'intervention, une bouteille de 12,5 kg fixée à environ 3 750 francs CFA était parfois vendue jusqu'à 5 000 à 6 000 francs CFA. La bouteille de 6 grammes réglementée à environ 1 800 francs CFA dépassait parfois 2 500 francs CFA sur certains points de vente. Pour corriger ces dérives, les médias locaux rapportent que plus de 4 200 bouteilles de gaz ont été saisies à Niamey pour non-respect de la réglementation. Une mesure renforcée par une décision de justice qui a ordonné la confiscation d'environ 3 500 bouteilles considérées comme issues des pratiques illicites dans ces secteurs bénéficiant d'un soutien public. Dans la continuité de ces actions, un nouvel arrêt du ministère du Commerce et de l'Industrie rendu public le 23 décembre 2025 est venu renforcer les cadres juridiques de la commercialisation du GPL. Ces textes imposent aux centres impulseurs et aux revendeurs un cahier de charges précis, incluant des obligations de traçabilité et de respect des circuits agréés. Les opérateurs disposent d'un délai de 3 mois pour se conformer aux nouvelles règles, sous peine des sanctions, y compris la suspension de la commercialisation. Place à la revue de presse, sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous l'ouvrons avec Géopolice Hebdo qui s'interroge. Dialogue. Enfin, le bon départ des tri hebdomadaires revient sur les tractations engagées à Luanda sous l'impulsion du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, pour un dialogue national inclusif censé ouvrir une nouvelle phase de paix en RDC. Dans un contexte de grave crise humanitaire et des tensions régionales aiguës, Géopolice Hebdo relaie aussi la mise au point du président Félix-Antoine Tshisekedi qui rassure: ces processus ne se substituent pas à Washington et Doha, mais vient en appui et en complément des cadres diplomatiques existants, tout en relevant les craintes des chevauchements des processus de paix et des réserves de l'opposition. Dans la même veine, mais en allant plus loin dans les coulisses, un autre journal, La Référence Plus, révèle que selon plusieurs câbles et à la demande de Félix Tshisekedi, l'Angola a amorcé des contacts informels avec des acteurs clés de la crise multiforme en RDC en vue d'un futur dialogue inclusif. Luanda aurait engagé de manière discrète des échanges avec des personnalités politiques de la société civile et des confessions religieuses afin de préparer les terrains à des discussions plus structurées. Le journal note que malgré le recentrage du processus sur Doha, l'Angola conserve son rôle de facilitateur régional et a même approché des cadres de la FCM 23, lesquels conditionnent toute participation à des garanties solides et à des clarifications sur l'avenir du processus de Doha. Ici, l'axe Luanda-Doha apparaît comme un fil de continuité dans la recherche d'une paix durable. C'est précisément cette lecture qui entre en contradiction frontale avec Le Phare. Le quotidien met en avant la sortie du président rwandais Paul Kagame qui affirme que la guerre menée contre la RDC ne vise ni le renversement de Tshisekedi, ni la défense des rwandophones, mais la récupération des terres des ancêtres perdus en 1885 lors de la conférence de Berlin et situé selon lui dans le Massissi au nord Kivu. Pour Le Phare, croire que le dialogue national inclusif peut régler la crise relève de la fausse route. Enfin, Info 27 prolonge cette contradiction en parlant d'une posture de sabotage assumé de Kigali. Le tabloïd accuse le Rwanda d'humilier la médiation africaine en demandant à la FCM 23 d'ignorer l'appel au cessez-le-feu porté par Joao Lourenço et rappelle que la RDC n'a jamais sollicité des dialogues politiques avec le M23 en dehors du cadre strict du processus de Doha. C'était votre revue de presse entre complémentarité des initiatives diplomatiques et opposition ouverte sur le terrain régional. Merci de nous avoir suivis.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Après 2 passages à Luanda, le président Félix Tshisekedi est ce lundi à Lomé à l'invitation de son homologue togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans la crise à l'est de la RDC, une rencontre de travail axée sur les efforts de paix et de stabilisation à l'approche de la réunion du 17 janvier. À Kinshasa, des Kinois saluent le ton ferme du président de la République, Félix Tshisekedi, face aux perturbations récurrentes des réseaux et services de télécommunication, de l'Internet et des systèmes numériques et appellent à garantir un accès effectif et fiable aux télécommunications. Enfin, à l'international, après une baisse observée en 2023 et 2024, les prix des principales denrées alimentaires de base repartent à la hausse sur des marchés mondiaux, une tendance portée notamment par les produits laitiers et les huiles végétales. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.